Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifrit et TSO qui, même l'été, décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'Ifrit. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, voici notre premier hors-série d'été. Enfin, c'est un hors-série d'été qui est complètement dans l'actu puisqu'il va parler de football. La Coupe du Monde de football, donc, bat son plein, ça ne vous a pas échappé, dans les stades nord-américains et dans nos téléviseurs. C'est une édition gigantesque cette année, 48 équipes, 104 matchs, 3 pays qui sont des pays continents, les US, le Canada et le Mexique. Bref, c'est la démesure. Hier soir, la France s'est qualifiée pour les huitièmes de finale contre la Suède, avec un doublé de Mbappé et un but de Barcola. La France est donnée gagnante par la plupart des sites de paris en ligne, talonnée par l'Argentine, ce qui pourrait permettre aux Bleus de rejouer la finale de 2022. Dès lors, malgré la mauvaise image de l'Amérique trumpiste, on sent que l'enthousiasme monte dans notre pays. Il suffisait de regarder les terrasses de café hier à 11h du soir. Mais cet enthousiasme ne semble pas complètement partagé par la population américaine. On croit savoir que le foot, le soccer, comme on dit aux États-Unis, ne serait pas le sport le plus populaire aux US. Le football américain, le baseball et le basket seraient beaucoup plus regardés, voire pratiqués. Est-ce que c'est toujours vrai ? Et est-ce qu'à la faveur de cette Coupe du Monde, on pourrait observer une évolution vis-à-vis du foot ? Eh bien Romain, on va essayer de répondre à ces questions parce que oui, vous avez raison, le foot n'est pas jusqu'à présent le sport préféré des Américains. Et j'ai tout de suite un chiffre à vous donner là-dessus. C'est une enquête du Pew Research Center, très sérieux, de mars 2026, qui indique qu'à ce moment-là, 66% des Américains interrogés, c'est une enquête qui porte sur 3500 personnes, ces Américains donc ne comptaient pas regarder la compétition, contre 28% seulement qui comptaient s'intéresser à la Coupe du Monde 2026. Autant dire que ça ne suscitait pas à ce moment-là un intérêt énorme. Un engouement de dernière minute est toujours possible si l'équipe américaine fait des étincelles. Je crois savoir qu'elle rencontre la Bosnie-Herzégovine demain, jeudi 2 juillet. Mais les pronostics sont quand même pas très optimistes pour une victoire finale des États-Unis le 19 juillet. Il manquerait plus que ça. Mais ce désintérêt pour le foot, c'est pas le lot commun du sport aux États-Unis. Non, pas du tout. Il y a une pratique très large du sport dans le pays. C'est l'héritage des traditions hygiénistes du 19e siècle. Les Américains sont fans de beaucoup d'autres sports. La firme Gallup conduit un sondage depuis 1937 sur cette question, demandant aux gens quel est leur sport préféré. Eh bien, en 2023, c'est les derniers chiffres disponibles, c'est le football américain qui est le grand gagnant sur cette question. 41% des Américains mettent ce sport en première position, suivi par le baseball et le basket, qui sont tous les deux autour de 10%. Le foot, donc le soccer, arrive ensuite à 5% seulement des Américains qui disent que c'est leur sport préféré, juste devant le hockey sur glace qui ne fait que 4%. Tous les autres sports sont derrière. Oui, le hockey sur glace, c'est un cas un peu spécial parce que c'est quand même très le nord-est des États-Unis. Et là, pour le coup, c'est une véritable religion. Dans le Massachusetts, c'est les autres États concernés. Mais comment est-ce qu'on explique cette particularité américaine de ne pas avoir embrassé le foot comme le sport favori ? C'est parce qu'au 19e siècle, les États-Unis, qui étaient un pays encore très récent, avaient soif d'identité nationale et ils ont voulu à ce moment-là créer des sports proprement américains. Ils mettent au point 3 sports collectifs. D'abord le baseball, qui apparaît en 1839, puis le football américain, qui apparaît un petit peu avant les années 1880. Ces 2 sports, c'est pas vraiment des inventions, c'est des réécritures de sports qui existaient avant. On sait par exemple que le football américain, c'est une variation du rugby britannique, ou même des jeux qui se jouaient entre villages en Europe au Moyen-Âge et qu'on appelait les Souls ou les Sioux. Je me souviens d'y avoir joué au scout. C'est des jeux où il y a 2 équipes, on doit attraper la balle et il y a quasiment aucune règle. Non, ça y est, j'ai l'image mentale de vous en scout en train de jouer à la Sioux, Laurence. N'en faites pas plus. Très bien. Et le 3e sport, c'est le basket, qui a été créé en 1891. Là, c'est une invention à peu près totale. C'est un professeur qui voulait faire jouer ses étudiants pendant l'hiver, donc dans des salles à l'intérieur. Il a inventé les paniers surélevés, etc. Et le baseball est évidemment une itération du cricket. Absolument. Ce baseball qui véhicule une image romancée et passéiste d'une Amérique à l'ancienne, le baseball a été le sport préféré des Américains jusqu'en 1960, année où, toujours selon ce sondage Gallup, il a été devancé par le football américain. Mais alors, quand est-ce que notre foot à nous, le vrai, apparaît aux États-Unis ? Dans mes recherches pour cet épisode, j'ai été surprise de voir qu'en réalité, le foot a également été pratiqué dès le 19e siècle aux États-Unis.
D'abord, grâce aux immigrés britanniques et irlandais du textile, on est en Nouvelle-Angleterre, puis ensuite les immigrés allemands et hongrois dans les usines des Grands Lacs. Ils se retrouvent le week-end et ils font une partie de foot. Mais ce premier élan footballistique va s'interrompre dans les années 1920. Pour deux raisons. D'abord, ce sont les années où l'influence du Ku Klux Klan et des syndicats amène la fin de l'immigration, les lois de 1924. Or, le foot est très associé aux classes ouvrières immigrées du Nord-Est et donc commence à être mal vu à ce moment-là, considéré comme un sport d'immigrés. La deuxième raison, c'est la Grande Dépression, 1929. D'abord, beaucoup d'ouvriers sont au chômage et puis ensuite, toutes les associations de foot, comme la American Soccer League, qui avait été créée un petit peu auparavant, disparaissent. On va assister à une éclipse du foot aux États-Unis quasiment jusque dans les années 90. Attendez, vous voulez dire qu'entre les années 30 et les années 90, il n'y a plus de foot aux États-Unis? Non, il y en a quasiment plus. Je vous donne deux exemples. Lors de la Coupe du Monde FIFA de 1950 qui a été jouée au Brésil, il y avait une équipe américaine. Elle a même réussi à remporter un match contre l'Angleterre à la stupéfaction générale, sauf aux États-Unis où la nouvelle n'a intéressé absolument personne. Le deuxième exemple, c'est une North American Soccer League qui a été créée en 1968, mais qui n'a pas du tout eu de succès. Il faut dire qu'à l'époque, on est en pleine guerre froide. Les États-Unis préfèrent à nouveau jouer à des sports qui sont considérés comme plus américains, plus nationaux, ainsi qu'à des sports dans lesquels ils peuvent affronter l'URSS. Vous avez parlé du hockey sur glace tout à l'heure. C'est la grande époque des affrontements avec l'URSS en hockey sur glace. Rencontres régulières dans les Jeux olympiques d'hiver, dans toutes les années 60 et 70. La vérité, c'est que c'est toujours l'URSS qui gagne. Jusqu'aux Jeux olympiques de 1980 à Lake Placid, dans l'État de New York, le 22 février cette année-là, ce sont les États-Unis qui gagnent, c'est le Miracle on Ice. Comme c'est poétique. Mais alors, vous nous avez dit que le football réapparaissait en 1990. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a la création de la Major League Soccer aux États-Unis et au Canada en 1993, une ligue qui va durer jusqu'à aujourd'hui, et puis une Coupe du Monde FIFA à nouveau organisée aux États-Unis même, en 1994. Alors, nous, en France, on s'en souvient pas du tout parce qu'on n'avait pas été qualifiés. Mais alors, c'est pas une génération spontanée, cette Major League de soccer. Quelles sont les raisons qui vont faire renaître le foot aux US? Il y en a deux. La première, c'est la mondialisation. La pratique du semestre d'études à l'étranger se généralise et les jeunes étudiants américains apprennent à connaître les clubs, notamment européens. Donc ils partent 6 mois en Europe, ils reviennent, ils sont fans d'Arsenal, du Milan AC ou du PSG. C'est aussi l'époque où les chaînes de télé câblées, puis un peu plus tard Internet, vont faire pénétrer les matchs de foot du reste du monde dans les foyers américains. On assiste donc à la familiarisation d'un nouveau public à ce sport, un public diplômé, éclairé, cosmopolite, dans les grandes villes. Première raison, la seconde? La seconde raison, c'est que la pratique du foot se diffuse chez les enfants et notamment chez les petites filles et les jeunes filles. Pourquoi ? Parce qu'une loi extrêmement importante a été adoptée en 1972, le titre 9, Title 9. C'est une loi qui oblige tous les établissements scolaires recevant des fonds fédéraux à offrir des opportunités sportives équitables aux garçons et aux filles. Et donc, gros problème pour toutes les écoles américaines à partir des années 70, il faut qu'elles développent énormément l'offre de sport pour les filles. Or, le football, le soccer, est relativement facile à développer, c'est simple, c'est peu coûteux et surtout, c'est un sport qui n'est pas pris en charge par les grandes ligues des sports traditionnels américains, masculins, football américain, baseball, basketball. Les fédérations de ces sports-là auraient certainement freiné la féminisation de leur sport. Le soccer est un terrain vierge pour les écoles à ce moment-là. Et alors concrètement, ça se traduit comment? Eh bien, le temps que les associations se mettent en place dans les écoles, on assiste à une véritable explosion du nombre de filles qui jouent au foot aux États-Unis, de la primaire jusqu'à l'université en réalité. Et ça devient un véritable phénomène de société. On commence à parler des soccer moms, c'est-à-dire ces mères de famille qui passent leurs après-midi à emmener leurs enfants dans les matchs de foot et aux entraînements. C'est un groupe cible pour les élections présidentielles de 1996 notamment. Donc le foot est devenu populaire aux États-Unis?
Pas vraiment, parce que l'évolution que je viens de vous décrire n'a pas arrangé la perception de ce sport dans la population générale. Le football continue à cumuler 3 images qui sont potentiellement négatives. J'ai bien dit potentiellement. La première, c'est celle d'un sport d'immigrés. Alors, ce ne sont plus les Irlandais ou les Allemands, ce sont désormais les immigrés latinos aux États-Unis, vous savez, qui sont extrêmement nombreux, qui suivent le foot en masse. Je vous signale par exemple qu'il y a plus de fans de l'équipe de foot du Mexique aux États-Unis qu'au Mexique même. La deuxième image potentiellement négative, c'est celle d'un sport qui serait apprécié principalement par les élites diplômées mondialisées, en gros les démocrates. Et puis, la troisième image, peut-être négative, c'est celle d'un sport de filles. Oui, enfin, un sport de filles, c'est pas un gros mot. Mais justement, est-ce que les filles aux États-Unis ont fait du foot un sport à part entière ? Oui, c'est ça qui est génial. L'équipe de foot féminine américaine, la US Women National Team, est excellente. Sur les 9 Coupes du Monde féminines organisées par la FIFA depuis 1991, les États-Unis ont gagné 4 fois sur 9. J'ouvre une petite parenthèse ici pour rappeler que les Coupes du Monde féminines ont été créées en 1991, les Coupes du Monde masculines en 1930. Bref, la prochaine Coupe du Monde féminine aura lieu l'année prochaine, en 2027, au Brésil, et on pense que l'équipe américaine pourra produire des stars. Megan Rapinoe Elle est déjà produite en l'espèce, Megan Rapinoe, c'est une superstar. Mais elle a pris sa retraite. Ah. Et elle est remplacée aujourd'hui dans le palmarès par Trinity Rodman et ses consoeurs. Oui, mais alors, puisque vous évoquez le nom des joueuses, Laurence, il faut aussi évoquer la manière dont elles sont recrutées et le système des athlètes universitaires aux États-Unis. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? C'est un système qui est géré par la NCAA, la National Collegiate Athletic Association, une entité qui a été fondée en 1906 et qui s'occupe de gérer tous les sports universitaires, mais aussi le recrutement de ces fameux athlètes universitaires, des gens, garçons ou filles, qui sont très bons dans leur sport, à qui on va offrir des études universitaires en l'échange de leur talent de joueur. J'ai des chiffres qui datent de 2024-2025 sur les effectifs de ces athlètes universitaires. Côté filles, on en a 250 000 et côté garçons, on en a 300 000. Le titre 9 est respecté puisque c'est à peu près égal. Le foot, en revanche, n'occupe pas la même place. Le foot, le vrai, pas le foot américain. Oui, côté filles, le foot arrive en 3e position avec 13% des effectifs, derrière l'athlétisme de plein air et l'athlétisme en salle. Alors que côté garçon, le foot, donc soccer, n'arrive qu'en 5e position, avec 8% des effectifs des athlètes universitaires, derrière le football américain, le baseball et les 2 athlétismes. C'est quand même un super système, parce qu'il a réussi à faire naître des stars absolues. Oui, mais il n'arrive pas vraiment à régler le problème de la rémunération de ces joueurs. Pendant très longtemps, en tant qu'étudiants, ils ne pouvaient pas être payés, alors même que leurs universités, leurs ligues sportives, leurs coachs utilisaient leur image pour faire de la pub extrêmement lucrative. Il y a eu une évolution en 2021, un arrêt de la Cour suprême qui a dit que c'était pas juste et que donc il fallait rémunérer ces joueurs universitaires pour la pub qu'ils pouvaient faire dans le cadre de leurs activités sportives. Mais ça pose d'autres problèmes parce que depuis 2021, on assiste à une explosion de la rémunération des athlètes des grands sports, notamment le football américain, via la pub, ce qui menace les sports secondaires et notamment les sports féminins. Et à terme, ça pourrait détruire le système des athlètes universitaires dans ces sports qui ne lèvent pas beaucoup d'argent via la pub. C'est pourquoi, en ce moment, au Congrès américain, il y a de gros débats autour d'une loi qui essaye de mettre de l'ordre dans cette rémunération des athlètes universitaires. Je résume la situation. Aujourd'hui, en juillet 2026, le Sénat est en train de discuter d'une loi pour mettre de l'ordre dans tout ça. C'est une loi qui serait bipartisane si elle réussit à être votée. Elle est portée par Ted Cruz, sénateur du Texas républicain, et Maria Cantwell, sénatrice démocrate. L'objectif pour eux, c'est que cette loi puisse être votée ce mois-ci afin qu'elle puisse être mise en œuvre avant les sélections de la fin de l'année 2026. Ok, alors revenons sur le ballon, si je peux m'exprimer ainsi. Vous nous expliquez que le foot, en tout cas le foot masculin, souffre toujours et à tort d'un problème d'image aux US. Dans ces conditions, pourquoi les US ont souhaité co-organiser la Coupe du Monde cette année ?
parce que c'est un énorme événement, excellent pour le commerce et les retombées touristiques pour le pays. D'ailleurs, la décision est assez ancienne. Le vote de la FIFA choisissant le trio nord-américain pour cette Coupe du Monde 2026 date de 2018. On était sous le premier mandat de Trump. Il y a eu, comme d'habitude, un certain nombre de polémiques, d'abord autour du président de la FIFA, Gianni Infantino, c'est un Suisse qui est en poste depuis 2016 à la tête de la FIFA, d'abord sur son bilan carbone, ensuite sur le prix astronomique et aléatoire des billets pour les matchs dans les stades, et puis enfin, Infantino s'est montré très obséquieux avec Trump. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il lui a offert le prix de la paix de la FIFA en le décembre. Nobel de la FIFA. Exactement, pour consoler Trump justement, parce qu'il n'avait pas eu le vrai Nobel de la paix. Il y a un recours qui a été déposé assez récemment par des membres européens de la FIFA d'ailleurs. Il faut dire que Gianni Infantino a l'expérience des autocrates parce que c'est lui qui a géré les Coupes du Monde au Qatar en 2022 et en Russie en 2018. Beau palmarès, mais les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Il y a eu aussi des problèmes du côté des États-Unis, le refus de visa pour certains joueurs et pour certains arbitres en particulier. Oui, on a vu la chronique des problèmes ces dernières semaines. Les joueurs iraniens obligés de loger au Mexique alors que certains de leurs matchs sont aux États-Unis. L'équipe du Sénégal qui a passé des heures à la police des frontières à son arrivée. Bon, il y a eu aussi du côté des supporters, y compris les latinos habitant aux États-Unis, la peur de contrôle menée par la police des frontières ICE dans les stades. Mais pour l'instant, là-dessus, il n'y a pas eu de drame. Pas de drame certes, et c'est heureux, mais est-ce que ça suffit pour créer un engouement américain ? Oui, on va essayer de répondre à la question centrale de cet épisode. C'est difficile à évaluer. On voit pour l'instant de très bonnes audiences télé aux États-Unis et des stades qui sont très remplis, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose parce qu'ils sont peut-être remplis par les supporters locaux, latinos ou habitants des grandes métropoles, ou les touristes venus spécialement pour l'occasion. Il faudra voir ce que dit le prochain sondage Gallup sur les sports préférés des Américains. Oui, vous répondez sans vraiment répondre, Laurence. Mais enfin, je ne vous pousserai pas dans vos retranchements. Après tout, ceci est notre premier hors-série d'été, donc je serai magnanime. Je vous remercie, Romain, c'est très gentil de votre part. Et du coup, je vous donne rendez-vous pour la finale de cette Coupe du Monde qui aura lieu le 19 juillet prochain dans un stade près de New York, dans le New Jersey. Ce sera à 15h locale, 21h en France, si on va au bar. Et allez les Bleus! Merci Laurence, et on se retrouve pour un deuxième hors-série qui aura comme thème l'architecture des présidents américains. Oui, on parlera de la reflecting pool et de ses algues vertes. Merci Laurence, et je me réjouis de passer l'été avec vous. Merci Romain, à très bientôt. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.